Le premier cas de figure suppose que les hydrates seront commercialement exploitables à grande échelle un jour. Si leur concentration dans le sédiment ne dépasse pas quelques pourcents en règle générale, rien n'est moins sûr, car il n'est en rien certain que l'on parviendra à trouver un moyen de ratisser un milieu solide. Les sédiments océaniques pourront en extraire un composé présent à quelques pourcents, tout en dépensant moins d'énergie pour ce faire que celle contenue dans le méthane récolté. Admettons cependant que des endroits où les hydrates sont suffisamment concentrés soient en nombre tel qu'une bonne fraction de ce composé pourrait servir de source d'énergie. Pouvons-nous donner une limite haute aux émissions qui en découleraient? Si la quantité globale d'hydrates des fonds des océans est de l'ordre de quelques milliards de tonnes de carbone, c'est une première hypothèse, et si quelques dizaines de pourcents sont extractibles, c'est une deuxième hypothèse, nous nous trouvons là en présence d'une source de même grandeur que celle du charbon. Or, rien qu'avec le charbon, nous avons déjà de quoi tellement changer le climat qu'il serait sage d'en laisser la plus grande part sous terre. On parle du charbon naturellement, aux possibilités de séquestration près. Ajouter des hydrates au charbon, parce que ce dernier viendrait à manquer, c'est probablement l'assurance de largement dépasser 10 degrés de hausse de la température planétaire. Serait-ce seulement possible sans que la perturbation du climat ne se charge de nous calmer bien avant? Même si nous les laissons sous terre ou sous l'océan, cependant nous ne pouvons pas nous désintéresser de ces fichus hydrates. En effet, le réchauffement de la surface planétaire que nous avons mis en route et qui va s'amplifier de toute façon à l'avenir, mais plus ou moins en fonction de nos émissions quand même, va également se propager vers le fond de l'océan. Certes, très doucement, mais très réellement. Lorsque l'élévation de la température se sera propagée jusqu'à la zone de stabilité des hydrates, il faut quand même de l'ordre du siècle, une partie de ceux-ci pourrait se désagréger et libérer leur méthane qui partira alors dans l'atmosphère. La ponte du pergélisol, enfin, pourrait conduire des continents à devenir aussi des sources de méthane, en se propageant lentement vers le haut. L'onde de chaleur engendrera la désagrégation d'une partie des hydrates, éventuellement retenus dans le sous-sol des régions arctiques. Le haut de la fourchette pour l'élévation de température qui pourrait résulter de la libération de méthane des hydrates dépasse probablement 5 degrés, et cela s'ajouterait bien sûr à la hausse des résultats des émissions directes de l'humanité, et cela s'ajouterait bien sûr à la hausse qui pourrait résulter du déstockage rapide du carbone au sol des continents. Bien sûr, tout cela n'est pas pour demain, mais comment être sûr que ce n'est pas pour après-demain, si nous continuons sur notre lancée? Sur ce graphique, on voit l'épaisseur simulée de la couche recelant potentiellement des hydrates dans les sédiments, dans le climat de 1870, image de gauche, et épaisseur avec le climat simulé pour l'an 2100. La région du monde concernée est le pourtour du pôle Nord. L'image est centrée sur le pôle. On reconnaît le Canada à gauche et la Sibérie à droite. Le scénario d'émission n'est pas précisé dans le document présentant ce résultat. Par ailleurs, les épaisseurs sont représentées avec les mêmes couleurs pour les deux images, bien que l'échelle ne soit pas la même. Petite comparaison pédagogique entre l'effet de serre et le tabac. Il est assez facile de faire comprendre que ce qui est en jeu dans cette affaire de changement climatique n'est pas de parvenir à un état particulier du monde, mais plutôt que quelque chose que nous n'avons jamais vu n'arrive pas. En général, nos actions ont deux grandes catégories d'objectifs. Soit faire ce qu'il faut pour que quelque chose de connu se passe, gagner une quantité d'argent donnée, séduire quelqu'un, obtenir un travail donné, parvenir à courir aussi vite que quelqu'un d'autre, etc. Soit faire ce qu'il faut pour que quelque chose de connu ne se passe pas, ralentir en voiture pour éviter un accident ou encore empêcher un enfant de jouer avec des allumettes pour éviter un incendie, etc. Mais faire ce qu'il faut pour que quelque chose de jamais vu et pour lequel nous n'avons pas de simulation informatique comme référent n'arrive pas est bien plus difficile. Comment savoir si nous y parviendrons ou pas? Il m'a semblé utile de proposer ici un parallèle entre changement climatique et tabac, car le tabac est probablement le risque connu qui permet le mieux de comprendre comment gérer la question du changement climatique. Exactement comme le fumeur est fortement dépendant du tabac, notre civilisation est fortement dépendante des combustions fossiles qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Il paraît tout aussi difficile aux fumeurs de se passer de la cigarette qu'il nous paraît aujourd'hui difficile de se passer des combustibles fossiles. Les émissions de gaz à effet de serre ont un effet cumulatif, c'est-à-dire que leur effet s'additionne année après année, exactement comme l'effet du tabac s'additionne année après année sur les poumons du fumeur. Pour le tabac, il est plus facile de ne pas commencer à fumer que de s'arrêter ensuite. Ne pas se mettre à la cigarette à l'adolescence demande un petit effort. On passe pour un ringard auprès de ses copains qui fument déjà.
mais procure un gros bénéfice ensuite, de n'avoir aucun des méfaits du tabac. De même, s'habituer comme jeune adulte à émettre le moins possible, en s'habituant à recourir le moins possible à son auto, en se contentant d'une surface habitable plus modeste, en s'habituant à mettre un pull vert l'hiver plutôt que de monter le thermostat, en n'achetant pas tout ce qui est à vendre et encore un certain nombre d'autres choses, est bien plus facile que de renoncer volontairement à tout cela une fois que nous avons adopté notre vie quotidienne en acceptant des émissions importantes. Ce qui est le cas avec une ou deux voitures par ménage, 30 à 40 mètres carrés habitables et 20 degrés l'hiver par personne et des achats à profusion dans les supermarchés. L'arrêt des émissions ne permet pas de remettre instantanément les compteurs à zéro. Tout comme pendant de longues années, le fumeur qui a arrêté de fumer continue quand même à porter l'héritage de sa tabagie passée. En d'autres termes, arrêter de fumer ne remet pas instantanément la probabilité d'avoir un cancer ou un problème cardiaque au niveau zéro, que pour un non-fumeur. De même, l'arrêt des émissions ne permettra pas pour autant de supprimer instantanément la dérive climatique qui continuera quand même pendant des siècles de toute façon, quoi que nous fassions. Mais l'arrêt de la tabagie conduira toujours à une situation moins risquée pour l'avenir, quelle que soit la durée de la tabagie et la quantité de cigarettes consommées. De même, baisser les émissions de gaz à effet de serre sera toujours une bonne affaire pour le climat futur, quel que soit le moment où cette baisse interviendra. Tout comme pour le tabac, toutefois, plus nous baissons nos émissions tôt, et plus les risques futurs sont faibles. Dire que nous ne baisserons jamais les émissions n'a pas plus de sens que de dire qu'un fumeur n'arrêtera jamais de fumer. Bien sûr qu'il s'arrêtera un jour, au plus tard le jour de sa mort. De même, nos émissions finiront par baisser un jour, non point parce que le bien finira par triompher, mais tout simplement parce que le monde est fini, et que la quantité de gaz à effet de serre qui s'accumule dans l'atmosphère ne peut pas croître indéfiniment. Arrêter de fumer demande un effort, éventuellement important à court terme, en échange d'un bénéfice moyen à long terme. Diminution des dépenses, meilleure santé, moins de risques de mort précoce, moins de risques que ses propres enfants ne se mettent au tabac, etc. De même, baisser volontairement les émissions demande un effort important, en échange d'une diminution des risques pour l'avenir. Dans les deux cas de figure, il faut agir pour que quelque chose n'arrive pas. Pour le tabac comme pour le climat, quand les ennuis sont là, il est déjà trop tard pour faire machine arrière. Le fumeur qui se trouve avec un cancer du poumon n'aura plus jamais de poumon en bon état. Au mieux, il y laissera une partie de son souffle et de son confort de vie. Au pire, il y laissera sa peau. De même, une fois que les ennuis du changement climatique seront là, nous ne pourrons plus faire machine arrière, même en baissant les émissions, et la seule certitude que nous aurons alors est que les ennuis iront en s'aggravant pendant 1 ou 2 siècles, au moins, quoi que nous fassions. Il est impossible de dire à quel moment un fumeur aura franchi le sol de l'irréversible, pour avoir de gros ennuis. Cancer, infarctus, attaque cérébrale, etc. Plus tard, et de même, il est impossible de déterminer scientifiquement à quel moment nous franchirons le seuil, nous assurant d'une catastrophe climatique majeure dans un futur plus ou moins lointain. Lorsque nous ne parvenons pas à arrêter de fumer par manque de volonté personnelle, il paraît difficile de dire que c'est la faute à l'industrie, ou c'est la faute au gouvernement. Il paraît tout à fait discutable de considérer que l'industrie doit faire ce qu'il faut pour que le fumeur puisse disposer de cigarettes qui donneraient exactement les mêmes sensations sans qu'on les fume sans qu'il y ait le moindre inconvénient, sans que le dit fumeur n'ait à faire le moindre effort de se compter pour avoir une conduite moins nocive pour la santé. Exactement de la même manière, nous ne pouvons pas reprocher au pouvoir public notre manque de volonté personnelle pour moins prendre l'avion, moins conduire, moins chauffer nos logements, ou avoir des maisons moins grandes, moins acheter de produits manufacturiers, etc., etc. Nous ne pouvons pas raisonnablement demander à l'industrie de porter seule l'effort de réduction des émissions, alors que sa contribution n'est que de 20 à 30% du total. Pour le changement climatique comme pour le tabac, une large partie de l'effort à fournir repose sur les épaules de vous et moi. Quand quelqu'un fume 10 cigarettes par jour en passe d'en fumer 12, il me semble qu'il est malvenu de venir reprocher à quelqu'un qui en fume 2 de vouloir passer à 5. Ou à quelqu'un qui en fume 20, qui l'empoisonne avec son tabagisme passif. De la même manière, nous autres Européens qui émettons 2 à 3 tonnes d'équivalent pétrole par personne par an en augmentation, nous ne pouvons pas reprocher aux pays qui en émettent la part de cette quantité de continuer à augmenter leurs émissions, ni faire des reproches aux pays qui émettent le double par habitant quand nous sommes déjà très au-dessus de ce qui est durable. Le parallèle vaut aussi pour les solutions. Aussi, la dissuasion par les prix est très efficace dans les deux cas de figure,
pour le tabac comme pour l'énergie fossile. Plus c'est cher et moins nous en consommons. Quiconque approuve les hausses du tabac pour empêcher les adolescents de fumer devrait aussi approuver une hausse continuelle des prix de l'énergie fossile pour éviter une trop grande perturbation du climat futur par ces mêmes adolescents.